Donc moi, je vais commencer par vous présenter donc, le contexte et les données statistiques des intoxications au monoxyde de carbone en région Hauts-de-France. Donc tout d'abord, on va revenir sur une définition de ce qu'est le monoxyde de carbone, les chiffres du contexte régional, comment on gère les intoxications au CO en région et également les bons gestes pour les éviter. Donc tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que le monoxyde de carbone? Donc c'est un gaz qui est incolore, inodore, qui est très toxique et parfois mortel. Il est complètement indétectable par nos sens, ce qui fait qu'il n'y a que les symptômes que je vais décrire juste après qui peuvent nous faire penser qu'on est en train de se faire intoxiquer par le monoxyde de carbone. Sa densité est sensiblement égale à celle de l'air, ce qui fait qu'il a un haut pouvoir de dispersion et qu'il peut facilement prendre la place de l'oxygène dans les espaces clos, d'où le fait qu'il soit vraiment très insidieux. Comment il se forme? C'est tout simplement une combustion incomplète. C'est lors d'une combustion incomplète de substances organiques, donc gaz, fioul, charbon, etc., que le monoxyde de carbone peut se former. C'est très simple, toute combustion a besoin d'oxygène, mais quand on n'a pas assez d'apport d'air et pas donc assez d'oxygène, on n'a pas du CO2 qui se forme, mais on a du monoxyde de carbone qui va se former. Donc tous les appareils de chauffage sont bien évidemment concernés, mais également les appareils de production d'eau chaude, à partir du moment où ils font appel à une combustion. Donc on va retrouver les chaudières, les poêles, les convecteurs, les chauffe-eau, les appareils de cuisson. En gros, tout ce qui n'est pas du chauffage ou de la production électrique peut entraîner un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. On a également des choses un peu plus exotiques, des appareils qui sont utilisés dans des lieux clos alors qu'ils n'ont pas du tout elles ne sont pas étouffées pour ces usages. On pense notamment à des barbecues qui sont faits en extérieur quand il pleut dehors. On peut aussi penser à un véhicule qu'on laisse tourner dans un garage fermé. Ça peut donner lieu à une intoxication. Le tabagisme également. On a de temps en temps des intoxications dues à un tabagisme trop important. Comme je le disais tout à l'heure, incolore, inodore, il n'y a vraiment que les premiers signes d'intoxication qui peuvent nous faire penser qu'on est en train de se faire intoxiquer. Alors, comment il agit? Tout d'abord, c'est un vrai poison sanguin, c'est-à-dire qu'il va il va se fixer sur l'hémoglobine, il va empêcher le transport de l'oxygène. Ce qui fait qu'il va avoir un effet qui peut être relativement rapide, mais effet qui va être différent selon la personne qui est exposée. Les personnes âgées, les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont notamment plus sensibles aux intoxications au monoxyde de carbone. Et la gravité de l'intoxication est forcément due à la quantité de monoxyde de carbone qui est fixée par l'hémoglobine et donc la quantité de CO que l'on retrouve dans l'air ambiant. Donc, quels sont les premiers signes d'intoxication? Et donc, ceux qui doivent vous faire penser que vous êtes en train de vous faire intoxiquer au CO, maux de tête, nausées, vomissements, fatigue, perte de connaissance. On peut aller jusqu'à des malaises. Et dans des cas d'intoxication forte, on peut avoir un coma et un décès qui peut intervenir très rapidement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des signes forcément très évocateurs, surtout que les intox au CO, on les voit surtout arriver à l'automne, début de l'hiver. Donc, c'est des signes qui peuvent faire penser à d'autres pathologies. On peut penser à la grippe, notamment. Donc, ce qui fait qu'on peut vraiment penser à du CO, c'est si plusieurs personnes dans un même foyer ont les mêmes symptômes. Là, d'un seul coup, on peut se dire, c'est bizarre, on est plusieurs à avoir des maux de tête, des nausées. Ça peut être une intoxication au monoxyde de carbone. De même, si ça se répète dans un même lieu et aux mêmes heures de la journée. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas bien, vous sortez, vous allez prendre l'air, d'un seul coup vous vous sentez mieux, il faut vraiment penser que potentiellement on est en train de se faire intoxiquer par le monoxyde de carbone. Donc, sur la droite, vous avez un schéma qui reprend la concentration en monoxyde de carbone dans l'air, donc exprimée en ppm, donc ce sont des parties par million, et les conséquences que ça peut avoir sur l'organisme. En région de France, alors la région de France est particulièrement touchée par les intoxications au monoxyde de carbone. On est une région qui est relativement dense, avec beaucoup d'habitants, plus de 6 millions d'habitants. On a une forte proportion d'habitats individuels, ce qui fait que ça multiplie le nombre d'appareils au chauffage ou de production d'eau chaude. Donc forcément, ça multiplie les possibilités d'intoxication au monoxyde de carbone. On a également un habitat ancien qui utilise des énergies fossiles, notamment le charbon. Le charbon reste finalement très utilisé, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais, dans les zones rurales et l'ancien bassin minier, ce qui donne lieu à de nombreuses intoxications
surtout dans des conditions particulières, j'y reviendrai par la suite. On a également, comme on est les départements du nord de la France, on a une saison de chauffe qui est plus longue que dans le sud de la France, donc forcément plus d'intoxication sur du plus long terme, et également des conditions qui peuvent être météorologiques qui peuvent être favorables à ces intoxications au CO. On a également un contexte socio-économique qui est plutôt défavorable en région, ce qui entraîne une précarité énergétique et un recours à des appareils de chauffage d'appoint grandissants qui peuvent aussi être on peut aussi voir l'utilisation d'appareils pour se chauffer, comme je le disais tout à l'heure, alors que ce ne sont pas des appareils adaptés. Les barbecues, notamment, sont parfois utilisés pour se chauffer, alors que ce n'est pas du tout leur l'utilisation qu'il faut en faire. Sur la saison de chauffe 2019-2020, on a eu en région Hauts-de-France 91 foyers d'intoxication impliquant 306 personnes. Pas de décès à dénombrer. Et sur les 306 personnes intoxiquées, on a eu une vingtaine de personnes qui ont été orientées vers le caisson hyperbare. L'orientation vers le caisson hyperbare, alors c'est sur avis médical. Ce sont alors les femmes enceintes et les nourrissons jeunes enfants vont assez automatiquement en caisson hyperbare. Après, c'est le médecin qui va les recevoir au service d'urgence qui va estimer si la personne, selon son taux d'intoxication, a besoin de passer en caisson hyperbare ou pas. La répartition par département en région, on voit que c'est plutôt le nord qui est touché par les intoxications, puisqu'on a plus de la moitié des intoxications, mais ça s'explique par la densité de population, c'est assez logique. Sur la droite, vous voyez le nombre d'intoxications, donc c'est en foyer d'intoxication. Donc, on voit qu'on a une baisse du nombre de foyers d'intoxication alors, vous n'avez pas la donnée sur 2018-2019, tout simplement parce qu'on était en plein changement de notre application, et donc on n'a pas forcément de données consolidées sur cette période-là. Mais on peut faire le comparatif entre 2017-2018 et actuellement la saison de chauffe 2019, donc 2020, donc la dernière passée. On voit qu'on a une diminution de nombre d'intoxications au monoxyde de carbone assez importante, alors qui peut s'expliquer parce qu'on n'a pas eu un hiver très rigoureux finalement l'année dernière. La saison de chauffe a commencé très tardivement, les températures ne sont pas trop descendues, donc ça peut expliquer cette baisse des intoxications au monoxyde de carbone. Sur le type d'intoxiqué, on a finalement une petite moitié des personnes qui sont propriétaires de leur logement. Voilà, on pourrait penser que c'est plutôt les locataires qui sont les victimes, mais pas du tout. On a une forte proportion de propriétaires. Et après, on a une répartition quasiment équivalente entre les locataires des bailleurs privés ou locataires de bailleurs sociaux. À noter que le propriétaire du logement doit fournir un moyen de chauffage et de production d'eau chaude conforme, mais c'est bien au locataire que revient l'entretien de l'appareil. Sur les types d'appareils qui sont responsables d'intoxication, la grande majorité, ça reste les chaudières pour 62%, ce qui paraît assez logique, c'est quand même le moyen de chauffage le plus utilisé, le plus répandu. On retrouve également une grosse proportion de chauffe-eau en région et des convecteurs. Alors, les convecteurs charbon, gaz, en grande quantité. Et après, on a des choses, les cuisinières, gazinières qu'on retrouve, des groupes électrogènes qui sont encore trop souvent utilisés dans des lieux clos, alors que ce n'est absolument pas fait pour cela. Un véhicule également, ce que je disais, une voiture qui tourne dans un garage qui est fermé. Et également des appareils de bricolage, de jardinage, des tronçonneuses par exemple, qui ne sont pas utilisés dans les endroits ventilés et qui font qu'on a un dégagement de monoxyde de carbone. Sur le type de combustible, c'est assez lié finalement à la diapositive précédente. On avait une grosse proportion de chaudières. Forcément, le type de combustible, c'est plutôt le gaz de ville qui revient comme le premier combustible dans les intoxications et monoxyde de carbone. On retrouve également forcément le gaz bouteille et le charbon qui reste, comme je le disais tout à l'heure, encore un combustible très utilisé en région Hauts-de-France. Sur la gestion des intoxications en région, les intoxications, n'importe qui peut nous déclarer une intoxication au monoxyde de carbone. Généralement, les déclarants sont les services départementaux d'incendie et de secours, les services d'urgence, des médecins généralistes ou des centres hospitaliers qui nous font parvenir un formulaire qu'on appelle un formulaire d'alerte des intoxications au monoxyde de carbone. Ce formulaire est transmis ici à l'ARS au niveau de notre
point focal régional, donc notre PFR, qui après dispatche le travail de gestion d'intoxication en 2 parties. Une première enquête médicale, donc qui est faite par nos médecins ou infirmiers du service de veille sanitaire, et une enquête environnementale qui est gérée soit par l'ARS, soit par les services communaux d'hygiène et de santé, étant donné que l'ARS ne peut pas intervenir sur ce type de dossier sur les communes où il y a un service communal d'hygiène et de santé. Donc, cette enquête environnementale consiste notamment à un entretien téléphonique pour essayer de comprendre les circonstances de l'intoxication, voir s'il y a un risque de récidive. Si besoin, on se déplace également au domicile de la personne qui a été intoxiquée pour vérifier l'état du logement et essayer d'un peu comprendre d'où peut venir l'intoxication, qu'est-ce qui a pu la provoquer. Suite à cela, l'ensemble de ces données permet donc d'éviter la récidive et de faire un bilan des intoxications en termes de santé publique pour faire de la rétro-information à nos partenaires et notamment aux déclarants qui ont besoin de savoir un petit peu ce que leurs déclarations ont pu donner par la suite, évaluer les mesures de prévention et également pour, au final, améliorer la prévention et adapter la communication autour de ces intoxications au monoxyde de carbone. Donc là, je vous ai mis le formulaire A, qu'on appelle le formulaire alerte, qui est le formulaire qu'on nous envoie quand on a toute suspicion ou intoxication avérée. Même une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone doit nous être transmise au niveau de l'ARS. Donc même un chauffagiste qui intervient, qui se rend compte qu'il y a du monoxyde de carbone dans un logement, peut tout à fait nous faire une déclaration au niveau de l'ARS. Suite à ça, donc, je vous disais, on fait une inspection, on vérifie l'état du logement et de l'installation, surtout le chauffage. Et donc là, voilà les principaux défauts que l'on peut rencontrer suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Un petit tiers des intox est dû à la vétusté de l'installation. Ce que je vous disais, on est dans une région où il y a une certaine précarité énergétique. Les entretiens des appareils ne sont pas forcément faits, ils ne sont pas forcément remplacés en temps et en heure. Et donc, on a quand même une grosse part des intoxications qui est due à la vétusté de l'installation dans sa globalité. On a aussi une partie des intoxications, 15%, qui est due à l'absence d'étanchéité du ou des conduits. C'est-à-dire qu'on a souvent des conduits qui sont déboîtés, ce qui fait que finalement les gaz, au lieu de s'évacuer à l'extérieur, restent à l'intérieur du logement. Ça, c'est quelque chose que l'on rencontre extrêmement fréquemment. L'absence d'étanchéité de l'appareil également. Alors, c'est des fois des choses toutes bêtes. Ça peut être une vis qui se dessert. Ça peut être des fois le corps de chauffe qui s'est fissuré. On ne s'en est pas rendu compte. Ce sont plein de choses comme ça qui peuvent expliquer qu'il y a un défaut d'étanchéité de l'appareil. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est les conditions météorologiques qui représentent tout de même 11% des raisons, des causes d'intoxication au monoxyde de carbone. C'est notamment vrai pour l'intoxication au charbon. On a dans le Nord et le Pas-de-Calais principalement un phénomène qu'on appelle un phénomène de redoux. On a des températures qui sont plus élevées que la veille, on a un plafond qui peut être plutôt bas, on a une différence de température entre l'intérieur du logement et l'extérieur qui finalement n'est pas très forte, ce qui fait que finalement les appareils sont mis à couver. Il n'y a pas une bonne évacuation des gaz de combustion et donc on se retrouve avec une intoxication au monoxyde de carbone. C'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment en région. Après, voilà, il y a plein d'autres raisons. La hauteur du conduit de fumée qui revient également assez régulièrement. Le détournement de l'appareil, ça je vous en ai parlé, les appareils qu'on utilise dans des conditions qui ne sont pas faites pour. L'absence d'entretien représente encore 6% des intoxications au monoxyde de carbone également. Alors, quels sont les bons gestes pour éviter une intoxication ? Tout d'abord, le premier moyen de prévention, c'est tout simplement la vérification, l'entretien de l'appareil, au moins une fois par an. Donc, de l'appareil de chauffage et de production d'eau chaude. Et au-delà de l'entretien finalement de l'appareil, ce qui est souvent oublié, c'est le conduit de fumée, qui doit faire l'objet d'un ramonage mécanique. C'est souvent un point qui est oublié, qu'on rappelle aux personnes une fois qu'elles sont fait intoxiquer. C'est vraiment un point important. Et ramonage vraiment mécanique. Il y a des gens qui utilisent des ramonages chimiques, c'est absolument pas aussi efficace qu'un ramonage mécanique. Donc, c'est un point important qu'au moins une fois par an. Ne jamais boucher les aérations, ça c'est pareil. On a froid l'hiver, on sent que par la petite grille d'aération qui est au niveau de la fenêtre ou de la porte, il y a du froid qui passe, on met un petit calendrier devant, on essaie d'obstruer. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Le logement a besoin de respirer et l'appareil de chauffage ou de production d'eau chaude a besoin d'air pour pouvoir fonctionner correctement. Utiliser les chauffages d'appoint correctement, uniquement dans des pièces bien ventilées, et veiller à ce qu'ils ne soient pas utilisés en continu. C'est maximum 2 heures par jour en continu.
Le poêle à charbon, j'en ai parlé juste avant, c'est seulement quand il fait froid. En cas de redoux, il faut faire attention. Les gaz brûlés peuvent être refoulés dans le logement si on laisse l'appareil couver. Et bien sûr, ne jamais laisser un moteur à combustion tourner dans un lieu mal ventilé, par exemple la voiture dans le garage ou le groupe électrogène dans une cave. Alors, que faire en cas d'intoxication au monoxyde de carbone? C'est tout d'abord arrêter tous les appareils à combustion. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Aérer immédiatement les locaux, ouvrir les portes, les fenêtres un maximum. Sortir toutes les personnes qui sont présentes dans le logement, les sortir, les mettre à l'extérieur pour qu'ils puissent vraiment pouvoir respirer à l'air libre. Et ensuite, tout de suite, appeler le secours, donc les pompiers ou le SAMU, pour qu'ils viennent vérifier qu'il y a bien du CO dans le logement et surtout pouvoir prendre les mesures adaptées pour prendre en charge les personnes intoxiquées. Alors, vous pouvez retrouver plus d'infos sur justement tout ce contexte, tous ces éléments d'information sur le site de la campagne régionale des intoxications au CO qui va vous être présenté juste après. Merci beaucoup. Alors, donc bonjour à tous, je me présente très rapidement. Margot Beunier, je suis chargée de communication à la PPA. Donc, en partenariat avec l'ARS, nous avons cette année créé un tout nouveau site web de sensibilisation aux intoxications au monoxyde de carbone. Donc, vous y trouverez les symptômes, les gestes de prévention, ainsi que les gestes d'urgence illustrés. Si vous souhaitez tester vos connaissances à l'issue de ce webinaire, un quiz en ligne est également disponible. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur le site www.intoxco-haut-de-france.fr. Voilà, je rends la parole tout de suite à mes collègues pour la prochaine présentation. Très bon webinaire à tous.